Le 22 janvier 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film italien La couronne de fer, sous le titre Et revoici Cabiria, texte intégral. On attendait La couronne de fer. Après quelques productions récentes d'Italie, telles que Salvatore Rosa, La fille du pirate, ce film devenait nécessaire. Nous ignorions son existence, mais il était impossible qu'il n'existât pas. Les auteurs italiens, depuis quelque temps, tournaient trop visiblement autour de leurs vieilles amours, hésitant cependant à la dernière minute avant de s'y abandonner tout à fait. Enfin, leurs derniers scrupules se sont évanouis. Le cinéma italien a entendu ce qui doit décidément être pour lui la voix du sang. D'un saut, il est remonté jusqu'à ses pittoresques origines. Et pour que la fête soit complète, c'est tout le passé qui envahit ensemble et d'un seul coup l'écran. La couronne de fer, c'est à la fois Cabiria et Quo Vadis, Cléopâtre et Théodora. Ah, voilà au moins un ouvrage qui a tous ses passeports. Quand on dit que ce film est inénarrable, entendez ce mot dans sa plus vigoureuse et totale acception. Au 100e mètre de la pellicule intervient une histoire de substitution d'enfants au berceau, dont les conséquences vont remplir tout le scénario, mais qui est si parfaitement mystérieuse que, 2 heures plus tard, en sortant, nous nous interrogeons longuement et sans grand succès sur ce rébus. Le générique nous annonce pourtant que ce drame légendaire n'a pas requis moins de 5 auteurs. Il faut croire qu'ils ont dû travailler plutôt séparément et que l'on a collationné les fruits de leur labeur avec plus de fantaisie que de logique. Mais diable, on ne saurait leur refuser l'imagination. Pour de la péripétie, il y a de la péripétie. Le film débouche au beau milieu d'une bataille. 4 minutes plus tard, les 2 souverains rivaux sont trucidés. L'usurpateur s'est saisi du trône, et les petits-enfants sont jetés par un méchant nègre dans un abîme grouillant de fauves, entouré de montagnes inaccessibles. 20 ans plus tard, les montagnes s'écroulent. Il en ressort un Tarzan radieux qui saute par-dessus les cimes des arbres, déconfie des bataillons entiers avec son seul lasso, rencontre un cerf miraculeux comme Saint-Hubert, tombe amoureux d'une princesse amazone, délivre une noble vierge enfermée dans un palais à triple grille, venge les peuples opprimés, détrône le mauvais roi. Entre-temps, des sorcières apparaissent, des escadrons fondent les uns sur les autres à bride abattue, les cadavres s'accumulent, les incendies flamboient, la terre se fend pour arrêter le choc des armées ennemies. On se poursuit, on s'égorge, on se fourraille, on s'empale. Tout tonne, pète, piaffe, cliquette, fume, rugit, hurle, gesticule. Et l'on revoit même Massiste sous les apparences de l'ex-boxeur géant Primo Carnera. Le chef-d'œuvre est indiscutablement le colossal tournoi que se livrent les plus grands princes du temps pour les beaux yeux de la Vierge Elsa, fille du roi Sédémondo. Le roi des Gargares, quel splendide vocable, asiate à l'œil oblique et à la moustache en pique-feu, trucide par la ruse seigneur et souverain, les empoigne par les mollets et hop, dans la fosse au lion. Mais Tarzan, surgissant, décoiffe de son lasso le roi des Gargares, fait sauter sa moumoute. L'attila, fou de rage, bondit dans un énorme char à faux et le duel s'engage, faucheuse contre fronde. Cependant que les partisans des 2 champions, ne pouvant plus retenir leur ardeur, bondissent au grand galop de leurs coursiers dans l'arène et se chargent, s'étripent parmi des nuages de poussière qui montent jusqu'au ciel. Et je vous garantis que tout cela est expéditif. En 2 temps, 3 mouvements,
voilà un empire par terre. Une mesure de violon, et Tarzan et l'Amazone sont bouche à bouche pâmés. Ces choses étonnantes et magnifiques se déroulent au temps du bas empire et des barbares, oui, à 3 ou 4 siècles près, entre Byzance et Rome, ce qui laisse une généreuse marge aux réalisateurs. Ils en profitent, certes, sans la moindre contrainte. Des dames en hénin, à la façon d'Anne de Bretagne, sortent tout à coup d'un temple grec. Les sites du temps d'Ovide côtoient les seigneurs florentins de Botticelli. Le roi Sédémondo porte une barbe de Pope, la tiare et le manteau d'Ivan le Terrible. Sa fille, une héroïne de la tétralogie wagnérienne, et son neveu Arminio se drape dans une toge à la Titus. Les mosquées, les colonnes trajanes, le gothique des cathédrales, les machiulis médiévaux, les fers forgés de la Renaissance et les plafonds Louis XIV fraternisent dans un jovial tohu-bohu. C'est le salmigondi de tous les opéras à la fois. Aïda, Le Trouvère, Boris Godunov, Faust, Thaïs, Le crépuscule des dieux, se mélangeant avec tous les vieux films à grande cavalcade, ceux qu'on citait tout à l'heure, et encore Christus, Ben-Hur, Le miracle des loups. On sort de là éberlué, sourd, la tête comme une bonbonne. Après tant de mélodrames bovins, de vaudeville claudiquants, on n'a pas l'habitude d'une telle trépidation. On a les montagnes de Tarzan sur les épaules, la couronne de fer sur le crâne, les jambes coupées par la faucheuse de Gargare. On est littéralement ahuri par une pareille avalanche de pacotille et d'enfantillage. Pourtant, on ne s'est pas ennuyé une minute. Certes, il est surprenant de songer que des salles entières d'occidentaux adultes peuvent consacrer 2 heures de leur temps à ce conte de nourrices échevelées. Que de graves hommes d'affaires ont engagé de gros intérêts sur les biceps d'Arminio et la barbe de Sédémondo. Il n'en reste pas moins que ce Châtelet démesuré est infiniment plus amusant que les bavardages en 3 actes photographiés parce qu'ils appartiennent sans conteste au cinéma. C'est le genre le plus puéril, le plus simpliste de l'écran, mais beaucoup plus sympathique, beaucoup plus normal que le pseudo-cinéma. Cela est si vrai que l'on philosopherait bien plus aisément autour de la couronne de fer qu'autour de maints faux chefs-d'œuvre issus de littérateurs distingués qui viennent faire un peu de commerce dans les studios. Le tort essentiel de la couronne de fer, c'est de nous présenter des personnages et des décors à l'échelle humaine, d'une réalité, d'une tangibilité qui accuse jusqu'à la bouffonnerie la plus énorme la candeur et l'invraisemblance du spectacle. Les auteurs de la couronne de fer ne manquent pas d'humour. On les entend rire en coulisses des ébouriffantes aventures qu'ils racontent. Imaginez que cet humour entre franchement dans la partie. Imaginez que le prodigieux mauvais goût, que les anachronismes intrépides de chaque détail soient utilisés volontairement, jusqu'à devenir une sorte de style. Imaginez enfin que le tout soit traité en dessin animé et bariolé, des plus cocasses et éclatantes couleurs. Nous aurions sans doute la plus délicieuse et la plus divertissante des féeries. La duchesse de Langeais, en dépit de la plume de M. Jean Giraudoux, et du cinéma congelé. Aussi désopilante, abracadabrante qu'elle soit, la couronne de fer, mise en scène par M. Blasetti, est du cinéma vivant. Ce retour aux enfances du 7e art est peut-être une nécessité, après l'usinage en série du navet, inerte et prolixe. Si le succès de la couronne de fer doit dégoûter le public populaire,
d'à vos ordres madame, d'Andorra ou de mariage d'amour, vive la couronne de fer. On n'a pas besoin d'insister sur le ton et la manière des acteurs chargés d'incarner le terrible Gargare, l'abject Sédémondo, Tundra, la farouche Amazone, Elsa, la Vierge sacrifiée. Vous voyez cela d'ici. Pourtant, la couronne de fer nous réserve une surprise. C'est son Arminio, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Massimo Girotti, le Tarzan latin, l'athlète joyeux, qui pulvérise tous les records, qui aime ou qui tue, sans que son œil clair cesse de nous sourire un instant. Il n'est pas seulement beau et fort, il est charmant, et sa plus belle prouesse est de franchir toute cette extravagante histoire sans glisser une seule fois dans le ridicule, en y apportant même une sorte d'instinctive et juvénile poésie.